Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques interpellations de Mike Singleton tirées de son livre « Histoire d'eau africaine », où il illustre en fait les questions de l'interculturalité sur un problème qui nous paraît si universel, qui est celui de la gestion de l'eau. Pourquoi, se demande Gangan, cette prédominance des programmes puits, surtout dans le Sahel? La réponse fuse tout naturellement. De toute évidence, les communautés en question manquent de moyens pour satisfaire leurs besoins élémentaires, même en eau à usage domestique, et, en outre, sollicitent explicitement des interventions dans ce domaine, ou au moins les accueillent avec empressement. La construction de puits, donc, ou l'amélioration des systèmes d'adduction d'eau existants, paraît aller tellement de soi qu'il y a sûrement plus d'insympathisants du dehors ou acteurs de terrain qui s'étonnent qu'on puisse en faire un problème. Cet allant de soi résulte en grande partie de deux équivoques ethnocentriques. D'abord, l'acteur occidental présuppose ce qui doit être prouvé. L'existence d'une nature qui, en tant que réel de référence objectif, décide non seulement de la crédibilité des cultures, mais de leur survie. Les cultures qui ne se rendent pas aux évidences empiriques et ne s'en remettent pas aux lois naturelles qui les gouvernent, se condamnent à terme, parce qu'elles se révéleront incapables de satisfaire les besoins essentiels de leurs membres. Face au naturel, le culturel n'a que trois issues. Soit il se sauve, en abondant pour l'essentiel dans le sens même des choses, c'est le cas des médicaments scientifiques qui, à l'encontre des remèdes magiques, répondent avec une efficacité foncièrement empirique à des maladies réelles. Soit, étant purement culturel, il ne porte pas préjudice au naturel. Qu'on mange du pain ou de la polenta, peu importe pourvu qu'on satisfasse un besoin élémentaire. Soit, en contredisant et en contrecarrant la nature, le culturel se suicide. Il va falloir revenir sur cette prémisse occidentale qui non seulement présuppose qu'il y a des cultures au pluriel et une nature au singulier, mais qui logiquement aboutit à la naturalisation du culturel, ou mieux de la seule culture qui aura su se rapprocher pour l'essentiel de la nature même des choses. Cette issue, que certains estiment heureuse, faisant plutôt figure d'une impasse où nature et culture finissent par se confondre, il y aurait lieu de supposer qu'à une pluralité permanente et positive de cultures répondra une incompressible multiplicité des natures. Mais en attendant d'explorer cette éventualité plus à fond, notons que cette première équivoque qui pose en amont un culturel subjectif à un naturel objectif aboutit souvent en aval à la priorité donnée par l'Occident aux besoins naturels en eau décrits par Gangan. Les premières, les jeunes femmes de Mapili en 1969, au dernier, mon vieil ami sénégalais Samb en 1983, mes Africains m'ont fait comprendre qu'eux avaient d'autres priorités. Invité chez Samb à Rufisque, dans la banlieue de Dakar, je lui ai suggéré, à la vue de son état immonde, de nettoyer le puits de la grande concession multifamiliale dont il était devenu le patriarche depuis la mort de son père. « Mais je ne suis pas un toubab, me rétorqua-t-il. Je ne fais pas dans les projets, moi. Ce que moi je veux, c'est aller à la Mecque et trouver une quatrième femme. » Ce furent deux projets d'ailleurs qu'il a fini par réaliser, comme j'ai pu le constater, lors de notre ultime rencontre en 1998. En l'absence d'une sécurité sociale à l'occidental, ayant accru son capital social, il pouvait faire face à la vieillesse avec une certaine confiance. En 1983, ça faisait presque 30 ans que d'une façon ou d'une autre, je militais pour qu'une Afrique, qu'on disait mal partie, parte mieux. Ma formation d'anthropologue m'avait programmé, en principe, pour le respect radical des cultures autres que la mienne. Et pourtant, voilà que face à un problème d'eau, qui me concernait directement puisque mes enfants avaient demandé à boire à notre ami Samb, je recommençais pour la énième fois à réagir et à raisonner comme si la culture n'était rien à côté de la nature. De ce qui me paraîtrait une chose raisonnable à faire si j'étais à ta place, j'avais dérapé vers la chose que tout homme raisonnable devrait faire de toute urgence.
Malgré tout ce que j'avais dit et écrit sur le caractère incorporé et inculturé de tout acteur individuel, l'humain refaisait figure d'un ego essentiel, transculturellement identique, peu importe la situation spécifique des sujets existants. J'avais oublié que, si une certaine forme d'eau propre me paraissait non pas un luxe excentrique, mais un droit élémentaire, c'est que j'appartenais à une économie développée, qui à titre individuel me garantissait à vie contre la maladie et le vieillissement, grâce, en grande partie, au sous-développement croissant des économies affaiblies en permanence par une main peut-être invisible, mais membre à part entière d'un corps occidental. Au lieu d'avoir la mauvaise conscience de mes privilèges complices, je culpabilisais un ami qui était pertinemment conscient que sa seule voie de sortie passait par son implication dans des réseaux de solidarité familiale. Certes, si le développement est cadeau, ce serait bête de le refuser. D'où la suggestion ironique de Samb que je lui fasse un projet puits. C'est en prenant le temps de dresser une liste des alternatives possibles et imaginables à un projet de puits qu'on se rend compte qu'il y a peut-être eu une précipitation involontaire de notre part en la matière. Tout problème, même urgent comme celui de l'eau, est susceptible de plusieurs solutions, dont aucune ne peut représenter la meilleure. The one best way, la seule et unique issue, comme disent les spécialistes de la gestion, ça n'existe pas, même pas en théorie. En outre, quand on a emprunté et poursuivi une voie, un retour en arrière devient difficile. Tout choix concret finit tôt ou tard par prendre la consistance d'un paradigme pratique, empêchant ainsi des alternatives d'émerger. Convaincus qu'il commence à pleuvoir, on ouvrira un parapluie. D'autres imiteront ce geste pionnier sans trop se demander s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Ce qui fait que tout ce monde-là aura du mal à prendre au sérieux quelqu'un qui, imaginant qu'il fait beau, propose un parasol. Qu'on pense à ceux qui projettent un monde sans voiture ou plus généralement aux objecteurs de croissance. Il n'est donc pas sûr que le problème de l'eau soit une priorité pour nos partenaires au même titre qu'il est devenu pour nous. Si ces pensées vous interpellent, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à ce beau livre de Mike Singleton, Histoire d'eau africaine, qui nous font prendre conscience que sur des questions extrêmement urgentes, question de voir comment organiser notre vivre ensemble de manière pratique, pragmatique par rapport à l'utilisation de nos ressources naturelles et leur gestion. Comment est-ce que, même dans ces cas urgents, où la nature semble primer, les besoins naturels semblent primer tout le reste, il est extrêmement important de ne pas perdre de vue la culture, qui est cette manière de s'inscrire dans le monde physique, mais à travers tout notre univers mental de sens. J'espère que ces quelques pensées de Mike Singleton vous auront inspiré ce jeudi 28 juin 2012. Merci.